Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 3 novembre 2025, épisode 474, il est 22h passé, et au programme aujourd'hui, Resida, campagne de malvertising et abus de certificats signés. Le gang Resida poursuit sa campagne en utilisant Hosterloader, un outil d'accès initial distribué via des publicités malveillantes imitant Microsoft Teams et Putty. Bind 9, 2 failles critiques non corrigées. La Shadow Server Foundation alerte sur plus de 8200 serveurs DNS vulnérables à cause des failles 2025 40778 et 2025 40780, dont une centaine situées aux Pays-Bas. OpenVSX Registry, des tokens exposés des extensions piégées. Campagne d'espionnage. Sybel et Segrit ont identifié une opération de spear phishing utilisant de faux documents militaires au format LNK ciblant la Russie et la Biélorussie. Jay Berzos, arrestation de Mr. ICQ aux États-Unis. Yuris Igorevich Rivtsov, alias Mr. ICQ, développeur du groupe Jay Berzos, a été extradé d'Italie vers les États-Unis. Gen Digital a révélé une campagne ciblant la Corée du Sud via un fichier zip piégé se présentant comme une facture VPN. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio CSERT pour ne rater aucun épisode. Pour rappel, l'ensemble des sources utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site de radiocessort.org ainsi que dans la description des épisodes. Le groupe nord-coréen Kimsuki a déployé une nouvelle backdoor nommée HTTP Troy lors d'une attaque ciblée en Corée du Sud. Gen Digital a analysé cette campagne sans préciser la date de l'incident. L'attaque repose sur un email de phishing contenant un fichier zip se faisant passer pour une facture VPN. La chaîne d'infection comporte 3 étapes. Un dropper en Golang qui contient 3 fichiers embarqués dont un PDF leurre. Le loader memload établit la persistance via une tâche planifiée nommée Analab Update imitant l'éditeur de sécurité sud-coréen Anlab. Il déchiffre et exécute ensuite la backdoor HTTP Troy. Il faut savoir que HTTP Troy communique avec le serveur de command and control load.oraria.org via des requêtes HTTP POST. Il va permettre l'upload et le download de fichiers, la capture d'écran, l'exécution de commandes avec des privilèges élevés, le chargement d'exécutables en mémoire, le reverse shell et la terminaison de processus et l'effacement des traces. Bref, un truc un peu complet. Le malware utilise plusieurs couches d'obfuscation. Les appels API sont masqués par des hashages personnalisés, les chaînes de caractères sont obfusquées par XOR et instructions SIMD. La backdoor reconstruit dynamiquement les hashes API et les chaînes durant l'exécution. C'est vraiment une dinguerie leur truc. C'est hyper bien codé, ça fait le job. Et Gen Digital a également documenté une attaque du groupe Lazarus au Canada, déployant comme Baker et une version mise à jour du trojan Blinding Gcane, appelé également AirDry ou Zetanile. 2 variantes de Comebacker ont été utilisées en DLL et en .exe. Le malware déchiffre et déploie Blind Gcane comme service. Il faut savoir que Blind Gcane contacte le serveur tronracing.com et ses capacités incluent la gestion de fichiers, la collecte de métadonnées, système, l'énumération de processus, l'exécution de commandes, la capture d'écran et de vidéos et l'autosuppression. Bref, à lire. Un article de Krebs and Security nous apprend qu'un ressortissant ukrainien, Yuri Igorevich Rivtsov, âgé de 41 ans, a été remis aux autorités américaines après son arrestation en Italie. Il était connu sous le pseudonyme Mr. ICQ. Il avait été inculpé en 2012 pour sa participation au groupe de cybercriminels Jay Berzos, responsable du vol de plusieurs dizaines de millions de dollars auprès des entreprises américaines. Selon l'acte d'accusation déposé dans le Nebraska, Mr. ICQ agissait comme développeur et gérait les notifications de victimes compromises. Il participait aussi au blanchiment des fonds via des services d'échange de devises électroniques et l'arrestation a suivi la décision de la Cour suprême italienne d'avril 2025, rejetant son appel contre l'extradition vers les États-Unis. Il a été transféré au Nebraska le 9 octobre et placé sous mandat du FBI. Les données de Constella Intelligence relient Rivtsov à une adresse de Donetsk partagée avec une entreprise appartenant à Vyacheslav Tank Pushkilov, chef du groupe Jay Berzos. Penchukov, arrêté en 2022 en Suisse, a été condamné à 18 ans de prison et à 73 millions de dollars de restitution. Il faut savoir que le groupe Jay Berzos utilisait une version modifiée du trojan bancaire Zeus et leur infrastructure exploitait un système de messagerie Jabber
pour signaler les connexions bancaires compromises en temps réel. Il détournait les comptes d'entreprise et modifiait les fichiers de paie pour insérer des monnaies mules, ce qu'on appelle des comptes de mules, chargés de transférer les fonds volés. Les communications interceptées par Lawrence Baldwin, fondateur de MyNet Watchman, ont permis aux autorités américaines de surveiller les échanges de Mr. ICQ, Penchukov et d'autres membres du groupe. Il faut savoir que ce groupe collaborait directement avec Evgeny Michailakov-Bogachev, auteur du malware Zeus et recherché par le FBI. Il y a quand même une prime de 3 millions de dollars sur sa tête. Le module interne du malware, nommé le Pretshon, notifiait à Mr. ICQ chaque fois qu'une victime saisissait un mot de passe à usage unique. Le Trojan intégrait également une fonction Back Connect qui permettait aux attaquants d'accéder au compte bancaire depuis l'adresse IP des victimes, contournant ainsi tous les dispositifs de sécurité du marché. Les autorités américaines désignent Maxim Yakoubets, alias Aqua, comme le véritable chef de groupe. Et Yakoubets aurait ensuite dirigé le collectif Evail Corp, à l'origine du Trojan Dridex, impliqué dans le vol de plus de 100 millions de dollars auprès de sociétés américaines et européennes. Cyber Research et Intelligence Labs, en collaboration avec Cellcrites Labs, ont identifié une campagne de cyberespionnage ciblant des personnels militaires russes et biélorusses. La campagne, détectée en octobre 2025, utilisait des courriels de spear phishing accompagnés d'archives zip piégées, se présentant comme des documents militaires. Le lore principal, c'est un fichier qui est intitulé « Pour départ en formation ». Il y avait un lien LNK déguisé en PDF qui va déclencher l'exécution d'un script PowerShell, et celui-ci vérifie d'abord la présence d'un environnement sandbox. S'il n'en détecte pas, il va ouvrir le faux PDF tout en poursuivant l'infection en arrière-plan. Les actions incluent la création d'une tâche planifiée pour la persistance, l'exécution d'un binaire légitime en OpenSSH configuré pour écouter sur le port 20321 en authentification RSA et la mise en place d'un service caché Tor. Ce service Tor assure le transfert de ports pour RDP, SFTP et SMB, offrant à l'attaquant un accès complet au poste compromis, l'exfiltration de documents et la possibilité de mouvement latéral. Cellcrites a identifié une variante de la même opération utilisant un autre document d'APA. C'était la nomination à un poste militaire. Cette variante ciblait notamment les forces aéroportées russes, ce qu'on appelle les VDV, et les forces spéciales biélorusses spécialisées dans les opérations de drones. Les chercheurs notent des similarités techniques avec des techniques et outils de l'équipe Sandworm affiliée à la Russie, notamment l'usage de Tor et de communications chiffrées personnalisées. Mais attention, l'attribution reste incertaine. Des groupes pro-ukrainiens tels que Angry Liko ou Sticky Werewolf, Awaken Liko ou Core Werewolf ont déjà mené des campagnes comparables. C'est à lire, c'est hyper intéressant si vous faites de la CTI sur tout ce qui est menace à l'est de l'Europe. C'est pas mal. Bon, c'est un peu creux au niveau vraiment incident technique, mais intéressant. L'Eclipse Foundation et l'équipe d'OpenVSX Registry ont confirmé un incident de sécurité impliquant la fuite de jetons, on appelle ça en token en anglais, de publications de développeurs et la diffusion d'extensions malveillantes. L'incident a été identifié après que des chercheurs de Wiz ont découvert plusieurs jetons exposés publiquement dans des dépôts de code. Certains de ces jetons appartenaient à des comptes OpenVSX et ont été utilisés par des acteurs malveillants pour publier des extensions compromises sur la plateforme. Selon l'Eclipse Foundation, la fuite provient d'erreurs de manipulation de la part de développeurs et non d'une compromission de l'infrastructure. Bien entendu, tous les tokens compromis ont été immédiatement révoqués. L'équipe d'OpenVSX a travaillé avec le Microsoft Security Response Center, ce qu'on appelle le MSRC, pour définir un format de préfixe spécifique permettant une détection accélérée des tokens exposés dans les dépôts publics. Un rapport séparé de Koi Security a révélé qu'une campagne baptisée Glassworm exploitait ces tokens pour distribuer des extensions malveillantes destinées à voler des identifiants de développeurs. Ce malware a été décrit comme un vers autopropagé rappelant l'incident Shai-Hulud sur NPM en septembre, mais OpenVSX a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un vers autonome. La propagation nécessitait une intervention humaine via le vol de credentials. Les extensions malveillantes ont été supprimées dès leur détection et toutes les tokens associés ont été révoqués ou régénérés. Les chiffres évoquent environ 35 800 téléchargements. Ils ont été jugés inexacts. Une partie était due à des téléchargements artificiels générés par des bots. L'incident a été déclaré totalement contenu le 21 octobre 2025. Ouais, on est quand même début du mois de novembre, ça fait plus de 10 jours. Et parmi les mesures de renforcement adoptées, limitation de la durée des vies des tokens, accélération des procédures de révocation,
intégration d'une analyse automatique de code lors de la publication d'extensions et partage renforcé de renseignements de sécurité avec Microsoft et d'autres opérateurs de marketplace. Un article de SecurityNL remonte que The Shadow Server Foundation signale que des milliers de serveurs DNS utilisant Byte9 n'ont pas encore appliqué les correctifs de sécurité publiés fin octobre. 2 vulnérabilités critiques, la CVE 2025 40778 et la CVE 2025 40780, permettent à des attaquants de faire des attaques de type catch poisoning pouvant rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants. Byne, c'est l'acronyme comme de Berkeley Internet Name Domain, est le logiciel DNS le plus répandu sur Internet. Selon l'analyse de Shadow Server, plus de 8200 serveurs restent vulnérables, dont une centaine aux Pays-Bas et près de 1300 aux États-Unis. J'ai pas les chiffres pour la France, c'est pas indiqué. Le NCSC néerlandais a averti qu'une exploitation active de ces failles est probable. Il faut savoir que la CVE 2025 40780 concerne une faiblesse du générateur pseudo-aléatoire, ce qu'on appelle le PRNG, utilisé par Byte9, qui permet à un attaquant de prédire le port source et l'identifiant de la requête DNS, alors que la CVE 2025 40778 va résulter d'une validation insuffisante des enregistrements de réponse, rendant possible l'injection de données falsifiées dans le cache du serveur. Ces 2 vulnérabilités exposent les résolveurs DNS à des manipulations de cache, entraînant la fourniture d'adresses IP incorrectes aux utilisateurs. Les mises à jour correctives sont disponibles depuis fin octobre, mais leur déploiement demeure toujours incomplet selon les dernières observations. C'est une dinguerie, hein. Quand vous regardez un petit peu comment fonctionnent ces 2 vulnérabilités, vous pouvez vraiment faire parler votre DNS et lui faire dire n'importe quoi. Bref. La société Expel signale une campagne de malvertising livrant le chargeur initial Hoster Loader, aussi connu sous le nom de Bromstick ou Clean Uploader. Le groupe de rançongiciel Resida, anciennement Vice Society, est associé à l'utilisateur Hoster Loader pour obtenir un accès initial. La première vague a couru de mai à septembre 2024 et une nouvelle campagne a débuté en juin 2025 et se poursuit à ce jour. Les acteurs achètent des publicités Bing redirigeant vers des pages factices d'installation souvent présentées comme Microsoft Teams ou d'autres lors incluant Putty et Zoom. Hoster Loader est un initial access tool dont le rôle est de disposer ensuite d'une porte dérobée persistante. Les opérateurs réduisent la détection en paquant les binaires et en signant les fichiers avec des certificats de signature de code. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment l'attaque hyper logique. Les gars, ils ont réfléchi, ils ont dit comment on fait pour pas se faire détecter. Et franchement, c'est pas mal du tout. Parce que la société Expel a suivi les certificats utilisés pour la campagne Cert Central qui va recenser 47 certificats distincts pour 2024 et 2025. Et en 2024, il y avait 7 certificats qui ont été observés pendant la première campagne. En 2025, quand ils ont fait, c'est ce que j'appelle la reconnaissance. Ils ont utilisé 7 certificats, ils ont vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, comment ils se faisaient détecter, etc. En 2025, ils ont remis le couvert. Et là, ils sont sortis 40 certificats qui ont été détectés, qui témoignent d'un tempo opérationnel élevé. Et Microsoft, au total, a révoqué plus de 200 certificats liés à Resida et à Hoster Loader, indique l'analyse. Les opérateurs ont parfois utilisé un même certificat pour signer Hoster Loader et le second stade Latrodectus, et quelques exemples de certificats signés d'échantillons observés sont disponibles dans l'article pour les plus curieux. La société Expel publie des indicateurs et des haches d'échantillons sur son dépôt GitHub pour suivi et détection. Les chercheurs soulignent que la présence de certificats validés signés par des entités tierces facilite la distribution et complique l'identification initiale des binaires malveillants. Ils ont déposé des certificats et les ont résiliés dans la même journée, mais une fois qu'ils sont validés, ils ont pu commencer à envoyer toute leur campagne. C'était pas mal, hein ? Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Radio Cessort. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. À demain. Au revoir. Ou à tout à l'heure.